Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Les Anciens. Alors aujourd'hui, on est honoré de recevoir chez nous un entrepreneur franco-algérien, un expatrié de date. Il nous donne plein de conseils sur les réseaux sociaux. Donc on est honoré d'avoir Faudil. Merci à vous pour l'invitation, c'est un honneur. Merci d'avoir accepté l'invitation. Sur le podcast Les Anciens, on aime revenir sur la vie de l'homme. Donc on sait un peu ce que tu fais à travers les réseaux sociaux. On va aussi en parler, mais nous on va revenir depuis ta enfance, voire même avant, parlant un peu de tes parents, jusqu'à aujourd'hui, si ça te convient. Ouais, avec plaisir. Ouais, c'est intéressant. Super. Alors, la première question que je vais te poser, c'est où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi? Alors, c'est simple. Je suis né à Colomb, donc juste à côté là où on est, et j'ai. Alors les parents d'abord, le père, il était, Allah yarhamou, il était à les bidonvilles de Nanterre. Ouais, ceux qui sont à côté de la Défense, les fameux bidonvilles, qui ensuite ils ont été déplacés quand ils ont créé les HLM. Et où est-ce qu'il a été ensuite? C'est là où ma mère, ensuite quand elle est arrivée, ils se sont mariés. C'est au port de Gennevilliers. Port de Gennevilliers, t'as vu, c'est pas très loin. Il reste maintenant que la petite mosquée. Ils avaient tout rasé. Il y avait même une école primaire et tout. Ils avaient tout rasé parce que ça a été un moment une plaque tournante à l'héroïne. Ça a été c'était très mal famé pendant un moment. Moi, j'ai souvenir quand j'étais petit, comme c'était les premiers, dès qu'ils arrivaient, beaucoup, surtout les Algériens, il y avait encore les kbèches dehors, les poules et tout, qui marchaient au bas qui se baladaient au bas de la cité. Et comme j'ai dit, après, il y a eu la vague de l'héroïne et tout. Ils l'ont complètement rasé. On est parti donc de Gennevilliers. Ma mère, elle avait capté ça, qu'il fallait un endroit, tu vois, pour éduquer ses enfants, un endroit où justement, comme elle avait vu la cité du port de Gennevilliers, elle voulait le contraire, tu vois, il faut que le lieu, il joue énormément sur l'éducation, l'environnement, et elle avait raison. Donc elle est passée, par contre, dans notre système, elle est partie à Courbevoie. Voilà, tu vois, Courbevoie, voilà, changement de décor complet. Courbevoie, c'est bien réputé, sympa maintenant, mais à l'époque, c'était un petit peu facho. C'était un petit peu facho, donc c'était un peu compliqué. On est resté juste un an. Elle a capté que ça allait être compliqué. Ma mère, elle avait compris un truc, c'était l'éducation. Il fallait miser sur l'éducation de ses enfants et ça passait par un bon environnement. Donc là, elle a compris que c'était un petit peu, Courbevoie, la barre était trop haute. Enfin, c'était un peu compliqué pour d'autres raisons. Et là, on est arrivé à Colomb, qui était un bon juste milieu. Quartier pavillonnaire. On l'a pris pour une folle parce que elle avait insisté pour acheter. Mais c'était une toute petite maisonnette. Tu vois, une toute petite maisonnette à retaper et tout. Et tu vois, à l'époque, c'était pas ce qu'on faisait, tu vois. C'était, à l'époque, la plupart, c'était habité dans un HLM. Et nous, en fait, moi, j'ai pas grandi, en fait, en HLM. Tu vois. C'est le quartier pavillonnaire. C'était une petite maison. Ils nous ont fait les travaux au fur et à mesure. Et voilà. On a atterri à Colombe. C'est beau tout ça. C'est dire plusieurs villes. Un peu pour honorer les parents, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton père, dans quelles conditions il est arrivé en France, s'il est arrivé d'Algérie? Ouais, c'est ça. Il est arrivé d'Algérie. En fait, déjà, mon grand-père, Ahmed, déjà, lui, il travaillait en France. Il faisait des voyages. Donc, mon père, en vrai, je crois, si je ne me trompe pas, il a fini limite sa scolarité, entre guillemets, la scolarité était à l'époque, en France. Ça veut dire qu'à 15 ans, il était déjà en France. Donc, il connaissait un petit peu la culture française. Donc ensuite, à cette époque-là, c'était le plein emploi. Donc ça trouvait du boulot sans problème. Et donc, il a commencé à bosser pour des grosses boîtes. Donc, je crois que c'était dans de la soudure. Et ensuite, donc, tu avais le rapatriement familial qui venait d'être validé. Donc, au début, tu as résidence à Nanterre. Et dès que ça a été voté, ils pouvaient faire venir leur famille. Donc, il a fait ça. Et après, comme je te disais, ils ont compris qu'en fait, on n'allait pas venir pour juste 5 ans, 10 ans et repartir. Chose que la plupart encore une fois, de la génération de nos parents pensaient. Ils pensaient qu'il fallait tout investir en Algérie ou au bled, de manière générale, parce qu'ils étaient juste là en transit. Et mes parents, non, ils ont compris qu'ils allaient rester un bon moment, donc ils se sont dit, autant investir et miser sur un bon environnement. Donc, tu vois. Donc ça peut paraître bête, mais à cette époque-là, c'était visionnaire. Tu vois. De la même façon que en 2010, ou pour ceux comme vous peut-être avant, avaient compris
que ça allait être compliqué d'éduquer ses enfants en France et qu'il faut s'expatrier. Je sais pas à quel moment toi t'es parti, mais moi je sais qu'en 2010, dans mon entourage, surtout j'avais des commerces et tout, on me prenait pour un fou. On me disait mais c'est suicidaire. Tu vends un truc qui cartonne, t'as un commerce à la Défense qui cartonne et tu vas le vendre, mais tu vas le regretter. Et en fait non, c'est le meilleur choix. Exactement. Je sais pas ce que je suis en phase avec toi. Ouais. Pour revenir un petit peu, on va parler de business après. Pour revenir un petit peu à comment tu as grandi, tu es né en quelle année, combien tu as de frères et sœurs et comment était l'ambiance à la maison? Ouais, alors année donc 80, on est 4 garçons et une sœur. Voilà, après j'ai 2 demi-frères parce que le papa après s'est remarié en Algérie, il a entrepris tout ça en Algérie à Biskra, il est originaire de Biskra. Il avait un business, lui c'était des pelleteuses. Pour travailler la terre, pour planter les jeunes pousses de palmiers. Donc voilà pour la famille. Et la deuxième partie de ta question, c'était dans quelles conditions tu as grandi à la maison, comment c'était? Ouais, donc comme je te disais, nous, c'est quartier pavillonnaire, c'était tranquille, donc c'était pas mal. Et un autre truc qui nous a aussi aidé, c'est que on avait un voisin, c'était un gaouli âgé, Jean, qui avait pas d'enfants. Et donc, du coup, en fait, tous les petits un petit peu qui venaient, parce qu'il y avait il y a le square à Colombes où on jouait au foot. Et donc, il nous prenait un peu comme pour ses enfants. C'est-à-dire que dès qu'on avait un problème de ballon, de ceci, cela, tu vois, il nous avait installé même une roue de vélo. Il l'avait plantée dans un arbre, tu vois. Une jante exactement, et ça faisait un panier de basket, tu vois, voilà. Et là, le truc était après complètement rentré. Et, ça faisait un petit. Il avait improvisé un terrain de basket, si tu veux. Et pourquoi je te parle de lui, c'est qu'après lui, il a beaucoup joué aussi parce que dans notre éducation, c'est parce qu'en fait, ça faisait chez lui, ça faisait un peu office de bibliothèque, tu vois. T'avais une famille nombreuse, petite maison, donc c'était compliqué d'être au calme. Donc lui, il disait, vas-y, venez, dans le salon, il y a une bibliothèque, il y a des encyclopédies, des bouquins. Et il nous a donné aussi ce goût un peu pour la littérature, ainsi de suite. Il nous donnait un petit peu tu vois, une organisation, voilà. Et donc, dès que tu avais besoin de faire tes devoirs tranquille, au calme, bah, t'allais chez lui, la porte était toujours ouverte et tu bossais. C'était beau ça. Ah, machallah, c'était le taf qu'il a fait. Et il l'a fait pour il y a peut-être une vingtaine, une trentaine de gosses qui sont passés par là, tu vois. Ouais, c'était comme une sorte de petit MJC, tu vois. C'est bien ça. Ouais. Belle transition. Comment était ta scolarité, étant donné que tu faisais les devoirs chez lui? Ouais. Comment ça s'est passé déjà la primaire? Comment c'était et où est-ce que tu étais? Alors, primaire, donc bonne primaire parce que quartier pavillonnaire, donc d'où l'environnement qui est super important et on le répète tout le temps, mais je trouve que nous, dans notre communauté, on a tendance à vraiment à sous-estimer, tu vois, l'importance où tu fais grandir tes enfants, que ce soit la ville, le quartier ou le pays. Quand ça va pas, bah, voilà, ça je trouve que l'environnement il est sous-estimé alors que c'est extrêmement important. Donc école primaire tranquille. Après collège autre ambiance, Taïad. Comme il y avait pas mal de cités autour, voilà, c'était une autre ambiance. Mais alhamdoulilah, c'est bien aussi d'avoir les deux, tu vois, de voir les deux côtés et tout. Donc ça c'est une force. Et le fait en fait d'avoir, si tu veux, moi j'avais une maman qui avait de la poigne, tu vois. Vraiment, y a pas de, tu sais, c'est pas la maman vous l'aider, viens là, tu vois, t'as droit à tout. C'est pas comme ça, tu vois. Je te donne une anecdote. Quand tu arrives au collège, t'as vu, au collège, j'ai commencé à avoir des sapes. À l'époque, c'était les baskets, c'était Patrick Ewing, Air Max et tout ça et tout. Tu voyais, ça s'habillait, tu vois, alors qu'en primaire, tu vois, on calculait pas. Et là, tu arrives en sixième, tu dis, ouais, tout le monde s'habille avec des sapes, jeans Levi's, tout ça et tout. Et je me souviens, j'avais dit à ma mère, ouais, j'aimerais bien avoir une petite paire de baskets, Air Max et tout ça. Bon, ouais, tu vois, seul pour 5 enfants, c'est un budget, tu vois. Elle m'a dit, ouais, y a pas de problème, tu peux, t'as raison. Elle m'a dit, viens avec moi. Et elle m'a emmené au marché le 4 août. T'as vu, tu vois, qui est à côté. Elle m'a dit, ouais, voilà. Elle m'a dit, attends 2 secondes, tac, elle a discuté, elle a demandé, ouais, vous ne cherchez pas un khaddam, cela. Elle m'a trouvé un job, tu vois. Elle m'a dit, voilà, tu vas taffer là.
C'est beau. tout l'été. Et à la fin, tu te payes ta paire de baskets et achète-toi ce que tu veux même. Belle éducation. Et 5 heures du matin, on était en fin de sixième, donc j'allais avoir 12 ans, je m'en rappelle très bien. 5 heures du matin tout l'été, 80 francs par jour, de 5 heures jusqu'à 14 heures. Ouais. Tu vois, tout l'été. À la fin, ça m'avait fait une grosse somme d'argent. L'après-midi, ça permettait d'avoir des thunes pour aller à la piscine, faire des activités. Et à la fin de l'été, bah, j'avais de l'oseille pour m'acheter mes jeans, pour m'acheter des baskets, pour m'acheter. Et ça paraît être une anecdote, tu vois, presque futile, mais c'est extrêmement puissant. Pour moi, hein, dans mon éducation et dans ma motivation et tout, quand t'es un gosse, t'as 12 piges et que t'as capté qu'il faut que tu travailles, que tu te lèves tôt le matin pour aller faire tes thunes, pour ensuite te payer ce que t'as envie, c'est ça la vie. L'école de la vie, elle est là. Exactement. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. T'as tout expliqué. Débrouille-toi. Ah, c'est fou, c'est beau, parce que c'est vraiment partie de l'éducation, c'est une éducation à part entière. Comment s'est déroulée ta scolarité? Est-ce que tu étais bon élève? Est-ce que j'étais bon élève? Non, mais pas du tout mauvais. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'avais compris que c'était important, j'étais curieux, mais après, je suis très bon dans ce qui va, tu vois, il va avoir un sens et que je vais apprécier. Donc, j'ai toujours fait en sorte d'avoir sur toute ma scolarité, quasiment, ouais, toute ma scolarité même, j'ai toujours eu entre 12 et 14 dans toutes les matières. Pas plus, parce que j'estimais que c'était pas forcément nécessaire de se fatiguer davantage, mais pas moins. Et dans quasiment toutes les matières. Quasiment, vraiment, sauf une matière où vraiment j'accrochais pas du tout. J'avais fait l'allemand, ça me saoulait, les profs, c'était relou. Donc voilà, mais sinon, toute ma scolarité, je regardais la dernière fois, je suis tombé sur les notes du master que j'avais à Sorbonne en informatique. Bah, c'était ça tout le temps, en fait. C'était dans toutes les matières, j'étais entre 12 et 14. Tu vois. D'accord. C'est déjà pas mal. Hein. Ouais, c'est certains, voilà. 14, c'est une très bonne note. Hein. Voilà, c'était ça. Ouais, ouais. Et ensuite, comment tu as évolué? Tu parlais de collège Talad. Comment c'était l'évolution au lycée et après le lycée? Ouais, bah écoute, regarde, c'est simple. Moi, j'ai un deuxième truc qui a fait un gros tilt. C'est quand j'étais en seconde. J'étais intéressé pour faire de l'économie, tu vois. Et moi, j'avais pas mal de potes quand on était collège et lycée, on se connaissait depuis le collège. Notamment pas mal de gaulés, tout ça et tout. Et donc, moi, j'aimais beaucoup tout ce qui était économie, business et tout. Je voulais faire de l'économie. Et j'avais pareil, la moyenne partout, sauf justement en allemand. Et là, il me donne pas la première économie. Il me dit, ouais, tiens, tu vas faire j'étais quasiment le seul rebeu en plus dans ma classe. Vas-y, tu vas faire technologie, tu vois. Et mon prof principal de français, hein, c'est pas moi, voilà, tu vois, il vient me voir et il me dit, comme ça, je me rappelle encore, hein, comme c'était hier, il me dit, écoute, tu t'es fait voler, comme ça, texto. Il me dit, t'aurais dû être accepté en première économie, il te la donne pas, alors qu'il la donne à un autre, c'est un prof hein, qui te dit ça, alors qu'il la donne à un autre, je me rappelle, ça s'appelle Damien, il me dit, il la donne à un autre qui a une moins bonne note que toi. Fais à peine. Il me dit ça, tu vois. Ah, tu vois, tu te prends une claque. Parce que toi, tu t'es toujours dit que le système, il était à peu près égalitaire, qu'il était à peu près juste, tout le baratin, tu vois. Il a tous cru à un moment plus ou moins important. Moi, c'est en première que j'ai compris fin de seconde, que j'ai compris que c'était du pipeau, même s'il y avait beaucoup de bonnes choses. Donc, je fais appel. Parce que j'ai pas les codes. Ça aussi, c'est un deuxième truc qui est extrêmement important partout où tu vas, avoir les codes. Tu vois, avoir les codes de comment on approche en fonction de là où on va. On se présente pas comme ça, sans savoir qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se dit pas, qu'est-ce qui se fait pas, tu vois. Et je capte un truc, c'est que quand je suis dans la salle d'attente, pour faire appel, je vois, la plupart c'est que des gaoulis d'ailleurs, mais ils sont tous avec leurs parents. Je suis le seul armé et sans mes parents. De toute façon, ma mère n'aurait pas trop pu aider parce qu'elle parle pas bien, les femmes de ménage, elle parlait pas très bien français, mais j'aurais pu appeler notre ami Jean, la personne âgée, il aurait fait bonne figure en plus, gaouli et tout ça. Mais je savais pas, tu vois, j'avais pas percuté le truc. Et là, mais dès la salle d'attente, je vois tout de suite l'intrus, tu vois. Ça saute aux yeux, tu vois. Et donc j'y vais.
Et le gars, je lui dis voilà, bon, il me dit comment tu défends ton truc. Je lui dis voilà, mais j'ai de bonnes notes, pas excellentes, mais de bonnes notes quand même. J'ai environ 12 de moyenne partout, sauf en allemand. C'est vrai que j'ai pas accroché sur cette matière, machin. Et tout ça. Et il me dit ok, c'est vrai, effectivement. Il me dit comment tu justifies tes 3 absences. Je sais plus, un truc comme ça, en rapport absence ou retard, je m'en rappelle plus. Et là, je m'attendais pas à cette question, j'avais pas prévu le truc, tu vois. Et je lui dis bah, je pense que j'ai pas pu être là, machin. Tout. Il me dit ok. Il me dit c'est refusé. Tu vois. Et là, tu te dis wow, les notes elles parlent pour elles-mêmes, machin. Et là, j'ai compris à ce moment-là, je me suis dit ok, maintenant il n'y a pas de système égalitaire, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de machin. Démerde-toi, tu comptes sur toi. Et donc, ils m'ont envoyé en techno. Donc là, j'étais archi pas motivé. Limite, je voulais arrêter l'école. Tu vois, tellement psychologiquement, ça m'avait saoulé, tu vois. Je me rappelle, pendant un moment, je voulais arrêter là, et même après le bac. Donc, je me dis, vas-y, je vais faire le bac et tout. Et je me souviens, il fallait faire un choix. Tu vois, tellement pas... J'étais plus dedans, tu vois. Tu sais, quand tu arrives en terminale, ils te disent quel choix tu veux faire, tu vois. Et moi, ce que je faisais, c'est que tous les matins, justement, quand Jean, mon voisin, là, dont je te parlais, le personnel, le mec âgé, il recevait le Parisien, tous les matins à 5-6 heures du matin, tu vois. Il les recevait, tu vois, dans sa boîte aux lettres. Et moi, à chaque fois, avant d'aller à l'école, je passais par devant, je passais ma main derrière, comme ça, je prenais le journal et je disais que t'as le PSG, le foot et tout. Je disais, machin, tac, tac, tac. Après, je repliais et je remettais, tu vois. Des années plus tard, il me disait, je savais que tu faisais ça parce qu'il était pas bien aligné, tu vois. Il était super maniaque. Il me disait, les pages, elles étaient pas alignées, donc je savais que c'était toi qui lisais, tu vois. Et un matin, donc avant d'aller à l'école, tac, je prends et dans le cahier central, il y avait le cahier de toutes les annonces. Toutes les annonces de job. À l'époque, tu vois, il n'y avait pas Internet, c'était pas encore bien développé et tout. Ils le mettaient dans la presse, dans le cahier central. Et je me souviens d'un truc, parce que tu sais, le prof, il m'avait dit, ouais, trouve dans quel domaine tu veux choisir, tu vois. Je regarde le cahier central, je vois comptabilité, une colonne, 2 colonnes, secrétariat ou je sais pas quoi, administration, une colonne, 2 colonnes, d'annonces, ouais, on recrute, machin et tout. Tac, tac, après je vois informatique. Je tourne, tac, tac, que des pages, informatique. Je dis, ah ouais. Je ferme le cahier, je rentre, j'arrive à l'école, il me dit, ouais, dans quel domaine? Informatique. Tu vois, quoi? Mais en fait, ça paraît bête. Mais c'est comme dans le business. Va là où il y a de la demande. Exactement. Propose un produit qui est demandé. Réponds à un besoin. Et donc, déjà à 18 piges, tu vois, j'avais capté ce truc. Je dis, ok, là, il y a beaucoup de demandes de taf. Je savais que dans mon esprit, c'était, je voulais être à mon compte et je m'étais donné, comme tu vois, les moyens à la maison, c'était limité. Tu vois, comme je te disais, moi, il y avait que ma mère à ce moment-là. Pour 5 enfants, femme de ménage, c'était très limité. Quand je vais pas faire le mesquine, mais en gros, si tu veux, parfois, on devait aller au resto du cœur pour aller récupérer de la nourriture et tout ça. Donc parfois, tu vois, c'était les fins de mois, elles étaient limitées, tu vois. Donc, moi, j'avais un objectif. Je me suis dit, en plus, bon, c'était en francs à l'époque. Je me suis dit, tiens, moi, mon objectif, c'est j'aimerais bien toucher 100 000 francs par mois. Faut que je me débrouille pour toucher 100 000 francs par mois. Voilà, le chiffre était rond, il était beau. L'objectif. Voilà, je me disais, voilà. Et donc, je me suis dit, informatique, par là-dessus, il y a beaucoup de demandes, il y aura moyen que tu fasses quelque chose. Et donc, j'ai mis informatique. Je dis à un moment, comme parfois ça me saoulait tout le délire de l'école, j'avais pendant un moment envie d'arrêter. J'avais eu 14 au bac, donc mention bien. Quand j'étais à 2 doigts, j'hésitais. J'avais pas fait la rentrée, j'avais bossé tout l'été, je me souviens. J'avais fait téléopérateur. Ce que j'avais fait aussi, c'est que comme j'avais travaillé au marché, en fait, j'avais un proche qui m'a dit, ouais, va en Syrie, achète, tu fais produire des robes orientales pour femmes, tu les fais produire, tu les ramènes, moi je les achète. Moi j'avais du capital, puisque j'avais pas mal je bossais tous les étés à chaque fois au marché, j'avais un bon capital, donc je dis vas-y, ok. Et je pars, je me rappelle, c'était en terminale. Je me rappelle en terminale, l'été, juste avant de la rentrée en terminale, je pars en Syrie, je fais produire à Damas,
qui n'existe presque plus. Je fais produire ça, donc j'avais à peine 18 ans. Voilà. Déjà l'âme d'entrepreneur. Ah ouais, déjà j'ai la dalle, tu vois. Je pars là-bas, je produis, et c'était mon oncle hein, d'ailleurs qui me passe cette commande. Je produis le truc, j'envoie de la marchandise mais de manière rocambolesque, j'envoie par la poste, je repars avec deux bagages, mais c'était rempli dedans, je me rappelle, rempli que de ça. Enfin, c'était, ça avait aucun sens, mais c'était des robes qui étaient fines. Donc en fait, tu pouvais stocker énormément, une sorte comme des nuisettes en fait, on va dire, super fines. Et je me rappelle à la douane, ils me contrôlent, je me dis oh là là, ça va être une galère et tout. Et ils me prennent la tête sur quoi? Parce qu'il y avait 3 paires de chaussettes Nike que j'avais acheté là-bas. C'est des fausses, tu vois. Ils m'ont dit ouais, c'est un contrefaçon. J'ai dit carte de liste, tu peux. S'en fout, moi c'était le truc qui m'importait. Il me dit vas-y passe. Et tu sais, même maintenant avec du recul, je me dis mais comment tu vois, ils ont fait passer je sais pas, il y avait au moins il y avait 300 400 pièces dans chaque dans les bagages. Ouais, c'était une grosse quantité. Et quand j'arrive, plus de nouvelles de mon oncle. Wow. Ouais, plus de nouvelles. Ah non, vas-y, laisse tomber, c'est trop cher, machin et tout. Plus de nouvelles. Comme je travaille au marché, bah, on est parti en mode, bah, vas-y, on va monter. Je crois qu'on avait déjà commencé avant, à ce moment-là, ouais, on avait déjà commencé avant, on avait monté une boîte et on posait au marché déjà. Donc on avait notre stand. On n'était plus Khaddamin en fait. On avait notre propre stand. Au 4 août, à Nanterre, pas beaucoup à Argenteuil, à Mantes-la-Jolie un petit peu aussi. Et donc du coup, bah, on a liquidé tout le stock de marchandises. Tu vois, l'expérience. Voilà. Ouais, ça fait ça. Ouais, non, t'as appris énormément. Pour même te dire l'anecdote aussi, c'est que quand je vais à l'université, je me rappelle à la Sorbonne, le matin, je me souviens le jeudi matin, parce que le 4 août c'est le jeudi et le dimanche. Le jeudi matin, parce que comme on était plusieurs frangins, chacun avait des journées, tu vois. Le jeudi c'était moi. On avait une express, déposer la marchandise, je déposais la marchandise, j'ai laissé le khaddam arriver à, je sais plus, à 7h du matin, moi je faisais l'installation, puis ensuite, je repartais avec mon sac à dos, j'allais à l'université. Donc j'arrivais, moi, à l'université, moi, ma journée, elle avait commencé à 5h. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. J'étais déjà en transpiration pour aller étudier, mais on avait la dalle. Tu vois, c'était quelle année à peu près ça? On était en 2000, puisque l'université c'est de 2000 à 2002, tu vois. Et le truc, c'est qu'en fait, il y avait une dette qu'on devait payer, tu vois. Donc c'est pour ça qu'aussi on bossait pour payer ça, tu vois. Ouais, pour payer ça. Et du coup, ça te forge en fait. Tu vois, ça te forge de ouf. Donc je te terminais l'anecdote pendant un moment. À la rentrée de la terminale, même du BTS. En fait, j'avais envoyé les candidatures, mais je voulais presque arrêter, j'hésitais, tu vois, j'hésitais. Et j'aurais fait une grosse erreur si j'avais arrêté, une erreur fatale. Alhamdoulilah, j'ai discuté avec un pote qui a été un petit peu mon prof d'arabe à l'époque, et tout ça et tout, de DN et tout. Il m'a dit non, continue. Il était prof aussi à un moment, il était prof Abdelkader, qu'on salue au passage, que tu as peut-être connu d'ailleurs, parce que il donnait pas mal de cours d'arabe, de DN et tout, mais plutôt du côté d'Ania. Je pense pas. Non, d'accord. Et bref, donc je repars, j'appelle le lycée, ils me disent bah écoutez, ça a déjà commencé et tout, je vais regarder votre dossier. Elle voit le dossier. Elle voit 14 de moyenne, elle me dit c'est bon, vous pouvez venir, tu vois. Et comme quoi, tu vois, ça facilite les choses, tu vois. On part là-dessus, et après l'université. Alors, quand je termine le BTS, je suis, si je te dis pas de bêtises, je suis dans les 5 premiers, mais je crois 3e, 4e, je me rappelle plus de la classe. Quand tu termines le BTS, bon, ils préfèrent que tu ailles bosser le BTS, mais les meilleurs peuvent continuer, aller à l'université, faire un master. Et naturellement, bah, ils préfèrent que ce soit les gaoulés. Arbé, vas-y, va travailler, tu vois. Quand tu déposes ton dossier à l'université, ils te demandent des lettres de recommandation, notamment du proviseur. Le proviseur, donc à Courbevoie, ne voulait pas me remettre cette lettre. D'accord. Il l'a remise à d'autres, tu vois, à des élèves de la classe, mais moi, il voulait pas me la remettre. Peut-être à d'autres personnes aussi, mais en tout cas, j'étais parmi les premiers. Donc il n'y avait pas de raison, tu vois. Okay. Et même un prof m'avait dit non, ce serait mieux que tu ailles bosser, tout ça et tout, tu vois. Ils veulent pas que tu ailles trop haut, tu vois. Ah ouais, reste à ta place. Je lui ai dit pas de problème.
pas de problème. Tu veux pas qu'on passe par la porte, on va passer Par la fenêtre. par la fenêtre, par la cheminée s'il faut. J'ai demandé à une étudiante de me donner un document. Ben voilà, on a fait ce qu'il fallait, envoyé le dossier et j'ai été pris à la Sorbonne, qui était donc il y avait plusieurs millages, qui étaient parmi les meilleurs de Paris. Et en gros, voilà, la moralité, c'est faut pas lâcher. Faut pas lâcher parce que eux, Madame Behom, tu vois, ils t'envoient à droite, à gauche, machin. Tu leur dis oui, d'accord, et toi, tu fais ce que tu as à faire, tu vois, derrière. Et c'est ce que j'ai fait. Et même quand j'étais, je me rappelle, à Millage aussi, donc au master à la Sorbonne, c'est plein d'anecdotes aussi, tu vois. Quand je termine, j'étais le seul mec rebeu sur 40 ou 50, je me rappelle plus. Ça va, il n'y en a pas beaucoup. Dans ma classe, j'étais le seul. Dans ma promo, là, j'étais le seul. Il y avait une ou deux autres nanas rebeux, et le même mec, j'étais le seul, tu vois. Et on fait le stage. Déjà, je voulais être pris donc, dans une très grosse boîte. Donc, à la fin de deuxième année, dans une très grosse boîte, que PricewaterhouseCoopers, c'est des cabinets de conseil. C'est parmi les 5 plus gros cabinets de conseil au monde, avec Ernst Young, Deloitte et donc t'as PwC. Donc, qui viennent prendre parmi donc ce master-là quelques jeunes qui vont en stage et vont former un petit peu. Et après, ça sera des consultants pour leur boîte, tu vois. Et moi, je voulais travailler pour un produit allemand qui était le numéro 1, SAP. Et le manager, sauf que il me repère, tu vois, il voit que j'avais la date et tout, il me dit vas-y viens, c'était un produit américain, Oracle, mais le produit allemand était meilleur. Mais il récupère mon dossier, il me prend et mes potes, avec d'autres camarades, tu vois, ils vont sur d'autres produits. Pendant le stage, on se croisait parce que c'était la même boîte. Moi, il me donnait du taf. Donc j'avais des trucs, des sites à faire, des machins et tout. Et mes potes, ils me disaient franchement, on n'a rien à faire, on ne donne rien. C'est juste une formation. Ils attendent qu'il y ait un client qui arrive. Et dès qu'il y a le client qui va arriver, on a envoyé chez le client. On est à ce moment-là, c'est important. On est en fin donc 2002, je crois. Été 2002, je crois. Donc 2001, le 11 septembre vient de passer. On s'en rend pas compte, mais c'est de avoir un impact économique, tu vois, mondial. Et à la fin du stage, moi j'avais grave taffé. Moi les autres ils me disent ouais franchement un foutu, on a une formation, on attend juste qu'il y ait un client pour être placé chez le client. Chacun fait son rapport de stage à l'université qui sanctionne ton diplôme à la fin. Je dois avoir la moins bonne note. Ah ouais. Les mecs. Alors que les mecs ils ont quasiment rien fait. C'est pour te donner le truc. Tu te dis attends, je fais le stage, j'ai taffé quasiment tout le stage pendant 6 mois. Les mecs, ils t'ont présenté que du bluff, mais c'est pour te donner comment tout est vachement subjectif, en fait, tu vois. Mais, ça doit être un argument de se motiver, pas d'être aigri, de se trouver des excuses pour pas lâcher l'affaire, tu vois. Et tu vas comprendre pourquoi. Donc moi, déjà, bon, je me dis bon, ah oui, alors, on termine, et là, à la fin du stage, mes potes qui travaillent donc pour le produit allemand, pour le service du produit allemand, ils leur proposent un CDI, tous. Moi, le gars, il vient me voir, alors que moi, je voulais aller dans l'autre produit, il m'a dit, ouais, c'est compliqué avec ce qui s'est passé, 2001, machin et tout, on peut pas te proposer un CDI. On va te proposer, comme t'as bien taffé, on va te proposer juste de prolonger le stage. Ah ouais, je dis, attends. Je dis, ouais, c'est toi qui as voulu me prendre dans mon produit, tu m'avais dit que, voilà, ça va suivre et tout. Et maintenant, tu me proposes un stage, alors que d'autres ont eu leur CDI. C'est pas juste, tu vois. Il me dit, ouais, mais bon, t'as vu, c'est des conséquences, l'impact du 11 septembre, machin et tout. Je dis, non, ça m'intéresse pas, tu vois. Et je refuse. Et à la suite de ça, effectivement, l'économie était par terre, les contrats, il les signait plus. Et donc, je vais prendre 6 mois de chômage. Sauf que t'as pas d'aide. Tu vois, je veux dire, tu vois, t'as pas de revenus. Parce que tu sais, tu peux pas, t'as pas de chômage, tu viens de sortir d'école, stage, machin. Et là, je me dis, merde, j'ai déconné, en fait, j'aurais dû continuer à accepter cette proposition, même si elle était moins bonne. C'est mieux que rien. Pendant 6 mois, j'avais envoyé plus de 200 candidatures. Rien, quasiment pas de réponse et tout. Parce que
en même temps, c'était le mauvais moment. Tu vois, on était. Les candidatures, si je dis pas de bêtises, c'était compliqué, c'était des lettres, c'était des courriers. Voilà, non, ou... c'était plus compliqué, exactement. C'était pas juste appuyer sur un bouton, je postule, tu vois. Donc je me rappelle, j'avais un papier, j'avais une feuille blanche où je mettais tous les dossiers que j'avais envoyés et j'en étais arrivé à plus de 200. Wow. Tu vois, rien du tout. Et là, je me dis, ouais, c'est chaud. Je vais postuler pour un taf magasinier ou n'importe, au moins avoir un revenu. Tu te dis, c'est catastrophique. Moi, il y a des gens, ils me disaient, des proches, ils me disaient, le gars, il a fait un master. Regarde, il est au chômage. Donc peut-être, tu avais des jeunes parfois qui disaient, tu vois, ça sert à rien l'école. Tu vois, c'était ça en fait le discours derrière. Et pourquoi il faut pas juste regarder à court terme, regarder loin, tu vois. Et c'est vrai que toi, tu te remets en cause dans un moment. Tu commences à limite déprimer, tu vois. Tu dis, ouais, j'ai fait tout ça pour en arriver là, tu vois. Et je me souviens, il y avait la remise des diplômes à la Sorbonne en janvier, février. Et ma mère, elle insiste parce que moi, je voulais même payer parce que chômage, tu vois. J'avais discuté avec des camarades, ils sont tous en poste. Et toi, t'es en galère dans ta chambre, tu vois. Je suis parti pour elle, pour la photo et tout. Et sur la photo, d'ailleurs, on voit, j'ai une chouche comme ça. Parce qu'en fait, j'étais blasé, tu vois. Tu vois. Et ça, c'est, voilà, pour l'anecdote. Je prends un job. J'arrive en mai, je me rappelle, donc, dis-toi, de septembre jusqu'à mai, tu vois, je finis par avoir un job qui correspond pas à ce que je voulais faire, être dans la programmation, mais je me suis dit, c'est mieux que rien. Je commence ce taf-là et regarde bien, c'est pour ça que regarde comment la vie elle va très vite, tu vois. T'as un stage, la note elle est éclatée, on te propose même pas de CDI, tu es même pas dans le produit que tu voulais et tout, donc tu te dis c'est super mal parti. Je bosse pour une boîte qui correspond pas à ce que je voulais, mais allez, vas-y, avance, prends ce qu'il y a. Et voilà, prends ce qu'il y a à prendre et après c'est voulu. Et un pote de promo, il me dit, écoute, Faudil, moi je vais quitter la boîte où je suis. Vas-y, si tu veux, je te fais la passe, je t'introduis et moi je bouge. Et en plus lui comme ça c'est bien, il les met pas en galère. Et vas-y, bosse là-bas. Donc, mais il m'a dit, il faut que ça s'enchaîne vite, tu vois. Donc je vais voir la boîte actuelle, je leur ai inventé un peu un mytho. Je leur dis voilà, faut que je dois partir pour des raisons personnelles, Je bouge. Je commence avec l'autre boîte et là l'aventure elle va commencer parce que je vais travailler dans la programmation et en fait j'avais capté que tu pouvais te mettre à ton compte et ensuite être en freelance et chargé à la journée, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que je vais me former chez eux pendant 2 ans. Toujours important d'être sur un bon secteur, prendre le temps de te former, d'apprendre. En plus, quand tu es salarié, c'est une bonne formation parce que tu apprends et en même temps tu es payé. Donc, tu es bien. Pendant 2 ans, après, je vais me mettre à mon compte. Et là, quand je vais me mettre à mon compte, ça va aller progressivement. Et tout ça pour te dire qu'à la fin, je vais travailler pour des grands comptes, de grosses boîtes. Je vais avoir une très bonne rémunération. Je vais atteindre l'objectif que je m'étais donné des 100 000 balles quand j'étais plus jeune, l'équivalent en francs, tu vois. Et le comble, c'est que mes anciens camarades vont taffer dans mon équipe. Et ça va être moi le responsable. C'est fou. Tu vois la vie comment ça tourne vite. Donc c'est pour ça que, tu vois, il faut être positif et en taffant, ça finit par payer, tu vois. Bien sûr que il faut avoir un moral dur parce que tu vois, tu te prends des déconvenus, des trucs et tout, tu te dis ouais, c'est pas juste, machin. Mais tu lâches pas, ça finit par payer. C'est ça. Tu vois. Mais ce qui est bien, c'est que déjà, à travers ton expérience, et ça c'est pour tout le monde pareil, on tombe souvent, il faut savoir se relever. C'est ça déjà. C'est exactement ton expérience, là, tu l'as bien expliqué, mais je pense que la majorité des gens pourront le dire. Donc ça, c'est beau. Ensuite, comment tu as évolué? Parce que quelques années après, tu t'expatries, il me semble. Ouais. Donc, comment ça se passe déjà? Pourquoi tu veux t'expatrier? Et comment ça se déroule et où est-ce que tu vas? Ouais. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que donc, pour juste te boucler le truc, quand je bosse à mon compte et après je passe responsable toujours à mon compte, mais après j'ai mon équipe et tout, ça commence à générer. Là, je me dis bon, qu'est-ce que je vais faire avec l'argent? Et j'étais à la Défense, pareil, problème, solution. Quand je suis à la Défense, je vois il y a pas où tu peux manger halal, tu vois. Pas où tu peux manger halal, et je trouvais en plus il y avait un autre problème. Alors j'étais vraiment pas du tout à la base pas du tout intéressé par la restauration, tu vois. Mon frangin qui travaillait
qui avait un profil beaucoup plus administratif et tout, il me dit tiens, ce serait bien qu'on monte un truc à deux, tout ça et tout. Moi, je voyais qu'il n'y avait pas de produits de produits halal à la défense. Et l'autre truc, c'est que le halal à cette époque-là, on est en fin 90, on est à plutôt mi-2000. Le halal, ça se résumait au grec. Donc c'était un truc très masculin, un écran de foot, tu manges presque limite debout. Et ça s'arrêtait là. Bref, je caricature un peu. D'ailleurs, toute la jante féminine allait à l'époque, je me souviens, c'était aller au paradis du fruit. C'est exactement, c'était tu ça. vois. Et moi, je le voyais. Je me dis tiens, c'est dommage. C'est dommage. Ça fait partie de notre communauté. Pourquoi, tu vois, on se mange que 3-4 casse dalle et entre nous et tu vois. Pourquoi il n'y a pas des trucs aussi pour les familles? Famille, elles existent, les familles musulmanes. Tu vois, un couple qui est marié, il est obligé d'aller à Paris du Fruit. Faut pas aller dans... Bah, à cette époque-là, aussi bizarre que ça puisse paraître, on est mi-2000, t'avais pas énormément. Il y en avait très peu. Il fallait limite, ah ouais, t'as vu, il y a un Indien, le restaurant. C'était là déjà. Ouais, c'est ça. C'était vraiment. Donc là, je me dis non, on va faire un truc, on va viser une clientèle plus large, pas uniquement des mecs qui veulent manger un sandwich en regardant un match de foot. Penser à plus de monde. Et l'endroit, il va falloir aussi innover à la défense parce que c'était évident qu'il y avait un besoin. Mais on va rentrer dans les centres commerciaux. Il n'y a pas de restaurant halal dans les centres commerciaux. Et ça va être le premier restaurant, à ma connaissance, restaurant halal dans un centre commercial. Il va falloir être discret. Parce que s'ils savent que c'est halal, ça peut te poser des problèmes. Donc, on a créé comme ça l'Als Café. Et pourquoi l'Als Café? Parce que tu avais le L de l'Als Café, le bas du L faisait un trait, et café, quand ça se rejoignait, là, le bas du L et le C de café, ça faisait un H. D'accord. Qu'on mettait en rouge, et que tu retrouvais souvent ce logo H en rouge dans la boucherie. Exactement. Tu vois? Voilà. Comme ça que... En plus, je l'ai connu. Parce que moi, j'ai étudié à Puteaux. Ah oui. Donc, c'était juste à côté du Auchan. Du Auchan, c'était donc, tu devais passer devant, quasiment. Ouais, bah, j'étais content d'avoir ça. Ouais. Voilà. Et comment t'as évolué par la suite? Restaurant, donc là, j'ai commencé à toucher un petit peu, donc du coup, à l'entrepreneuriat et tout. On a grandi, on ouvre un autre et tout, ainsi de suite. Et j'avais un besoin. Il n'y avait pas le télétravail, malheureusement, à cette époque-là. Et je ne supportais pas, en fait, d'être enfermé. J'avais vraiment, moi, mon truc, c'était, je voulais, tu vois, faire du business. Je gagnais, mais le problème, c'était quand dans l'informatique, tu étais obligé d'être assis dans un bureau de 9h à 18h, on va dire. Et ça me posait problème. Donc, je voulais avoir des revenus, mais sans forcément faire 9-18 heures, surtout en plus dans un même endroit, avec tout le temps les mêmes personnes. C'est relou, tu vois, les mêmes blagues, les mêmes histoires. Moi, j'ai la routine, c'est un truc qui me, tu vois, j'arrive pas, tu vois, c'est mon côté TDAH, tu vois, hyper dynamique, tu vois. Ouais. Où j'ai besoin de bouger, de voir des trucs différents, tu vois. Donc, restauration. Et le déclic, ça va être la naissance de mon premier enfant, de ma première fille. Tu vois, à la naissance, elle me dit, voilà, on est en 2012. Ma femme, elle me dit, je me rappelle, on part à Dubaï. Ah oui, l'autre truc aussi avant ça, c'était que j'essaie d'ouvrir d'autres restaurants halal dans les centres commerciaux. Et sauf que là, on n'est plus inconnu. Donc, quand je vais à Quartz, qui est à Gennevilliers, ou quand je vais à Paris Nord, à Rosny, non pas Rosny, à Aulnay, et Rosny aussi d'ailleurs, en fait, on discute, on dit voilà, on a une plaquette commerciale très propre, machin, t'es à la Défense et tout, c'est une signature. Les mecs tout de suite, ils t'ouvrent les portes, t'es à la Défense, c'est que c'est carré, c'est le numéro 1, donc oui, tu peux venir, tu peux rentrer, tu vois, chez nous. Sauf qu'après, les mecs, ils se renseignent et ils voient que c'est halal. Alors, tu as deux cas de figure. Tu as le cas de figure comme Quartz qui t'appelle et qui te dit « Bon, monsieur, j'ai vu que vous faisiez du halal. » Je oui, effectivement. Il me disait « Bah non, on n'en veut pas. Nous, on veut que ce soit un truc parisien, machin. » Ils voulaient que ce soit parisien, les mecs, à Quartz à l'époque. Quartz. Villeneuve, c'est ça? Ouais. Entre Villeneuve et les 93. Exact. Aujourd'hui, tu y vas. 80-90% de la population, elle est claire. Et c'est full de halal, tu vois. Juste un petit peu trop en avance, tu vois, pour eux. Mais... Donc, refus. Paris Nord, pareil. On s'est mis d'accord sur le prix, machin, contrat, tout ce que tu veux. Le jour de la signature, plus de nouvelles. Ah ouais. Ouais, plus de nouvelles. J'étais venu pour signer. Et le mec, il répond même plus jamais au téléphone. Et ailleurs, c'est pareil, quoi. Ça bloquait. Ça bloquait. Et ça m'avait saoulé. Parce que je voyais bien qu'il y avait un truc et il fallait venir maintenant. La petite anecdote quick.
J'avais un pote qui travaillait chez McDo, qui était directeur de McDo, qui a un gros, le McDo de la Défense, c'est le deuxième chiffre de France, et qui m'a dit, ouais, nous ça va, parce que nous on travaille avec tout le monde et tout, mais Quick, les robots, ils avaient tous mangé des longues fiches chez Quick. Et tu leur fais très mal. Très mal, tu vois. Et il y avait une équipe de Quick qui était venue prendre des photos au restaurant et tout ça et tout, au Lals et tout. Et nous, on s'est dit, c'est bizarre, peut-être, je sais pas, il y a peut-être des sandwichs, ils veulent nous attaquer pour copie, ou j'en sais rien, tu vois. Ouais. Je savais pas c'était pourquoi, tu vois. Et en fait, ça s'est avéré qu'un an plus tard, ils ouvrent Quick Halal. D'accord. Sur Argenteuil, c'est ça? Les premiers, c'était sur Argenteuil. Justement, nous, on va pour ouvrir Argenteuil, la deuxième boutique à Argenteuil. On signe en décembre pour une ouverture en juin. Ils ouvrent en mois de mars. D'accord. Et là, c'était la ruée avec une couverture médiatique nationale. Quoi, halal, machin et tout ça. 2 heures d'attente dans dans les restos halal et tout de Quick. Et nous, ça a fait un flop parce que on était juste à côté. Okay, tu vois, on était juste à côté, en plein moment du buzz du Quick halal. Donc là, ça m'avait un peu saoulé, tu vois, de ça et d'autres trucs. Et je voyais qu'en plus, ça commençait à partir un peu en sucette au niveau politique. Donc, je me suis dit, non, il faut que mes enfants, quand ils grandissent, il faut pas qu'ils grandissent ici, tu vois. Ok. Ça va être compliqué. Donc, départ à Dubaï. Voilà, pour faire la transition. Okay. Départ à Dubaï. Au début, tu pars à Dubaï pour des vacances ou comment ça se passe? Alors, Dubaï, la première année, c'était en 2004. J'avais été 2004, donc je connaissais, j'avais des potes qui commençaient à s'y installer. Et moi, j'avais regardé la première année, on était en 2004. Je me suis dit, je reviendrai, mais pour y habiter. Je repars plus jamais en tant que touriste. Je suis pas du tout reparti en tant que touriste de 2004. Je repars en 2012. Donc, ma femme m'annonce qu'elle est enceinte. En 2012, je repars pour monter la boîte. Tu vois, pour monter une boîte. Et j'avais un pote, justement, le fameux Abdelkader que je connaissais d'avant, qui était installé là-bas. Donc, j'avais donc des retours positifs et tout sur la vie et tout, même s'il y avait quand même des galères un petit peu, un coût de la vie qui est compliqué, une nature un peu la météo particulière et tout ça. Mais je me dis, tu pars de France, tu attends un certain standard, pays musulman, Dubaï, ça cochait les cases. Et en Dubaï d'avant 2020, ça n'a rien à voir avec maintenant, le Dubaï de maintenant. Le Dubaï dans les années 2000 et 2010, c'était le tourisme de luxe premium, enfin tourisme premium on va dire, et avec un côté, tu vois, affiché musulman. Tu avais beaucoup de Saoudiens, de Qataris, d'Iraniens. Ça attirait pas mal de musulmans, tu vois, avant d'attirer les Européens. Aujourd'hui, ça a pris un vrai virage avec les influenceurs et tout. Oui, tu as énormément d'occidentaux qui s'y installent. Moi, au début, les premières années, j'étais perdu, tu vois, parce que moi, quand j'y étais, on me disait, ouais, mais t'es en Arabie Saoudite, t'es où, la guerre avec l'Iran, je sais pas quoi, tu vois, c'était ça. Tu vois, et maintenant, tu vois, les influenceurs Instagram sont passés. Et à un moment, même pendant le Ramadan, on m'a expliqué que, tu vois, les restaurants sont ouverts et tout, alors que moi, à mon époque, ça, c'était pas possible, tu vois. Tu vois, c'était fermé, c'était, tu vois, il y avait vraiment, c'était bien ancré. Alors que maintenant, bon, la région, c'est culturel, quoi. C'est une tradition, quoi. Qu'est-ce que tu es parti faire là-bas? Alors, la première raison, comme je te dis, c'est pour moi, ma ligne rouge de la raison principale de mon parcours, ça va être l'éducation de mes enfants. Okay. Tu vois, ça c'est alors souvent quand on prend une décision, il n'y a pas qu'une seule décision, il n'y a pas qu'un seul argument, parce que souvent on a certains qui pensent qu'il n'y a qu'un seul truc. Non, il y a souvent plusieurs raisons, mais la raison numéro 1, c'est est-ce que je vais pouvoir installer mes enfants et ils seront bien dans un bon environnement et tout. Ça c'est l'argument numéro 1. Et ensuite, tu attends un certain confort et tu attends des opportunités forcément économiques. Et 2 autres raisons qui viennent après, tu vois. Donc, Dubaï cochait les 3 cases. Je crée une société. On voit comment ça se passe. Je prends le temps d'analyser, de prendre la température. Et au début, je veux faire un service genre start-up à la base. Un service de conciergerie. Ça s'appelait Ourid. C'est genre, tu demandes ce que tu veux et on est un intermédiaire
et on met un service, on contacte un prestataire qui te ramène ce service-là. Tu as juste à avoir une sorte de chat, machin. Et on s'est rendu compte c'était compliqué à gérer, mais surtout qu'on avait pas mal de demandes de réparation électronique. À Dubaï, encore maintenant, je pense, mais à l'époque déjà, tu avais une moyenne, genre un Émirati avait en moyenne 3-4 smartphones par personne, tu vois, ouais, c'est un truc comme ça. Et la réparation, elle était compliquée parce que tu étais obligé d'aller assez loin. C'était, alors c'est pas Sharjah, mais tu allais soit à Deira ou soit à Satwa. Voilà, je cherchais le mot. C'est un quartier à Dubaï, mais c'était éloigné, tu vois. Et encore plus pour ceux qui étaient dans le sud. Marina, ils avaient au moins 30-40 minutes de route, 1 heure d'attente, 30-40 minutes, ça faisait 2 heures pour réparer ton téléphone, tu vois. Et là, à ce moment-là, en France, il y avait un truc qui s'appelait Save. C'était des corners de réparation. Il avait en fait transformé les simples boutiques de réparation en petits corners. Tu vois, et donc il ne fallait pas un grand espace, mais dans les centres commerciaux. Et moi qui venais des centres commerciaux, du business des centres commerciaux, je me dis tiens, là il y a un truc à faire, tu vois. Et donc j'apporte les premiers business de réparation dans des corners dans les centres commerciaux. D'accord. Voilà. On ouvre à Dubaï Festival City, à Marina, à Dubaï Festival City, Marina, ouais, et d'autres centres. J'ai plus les noms, mais d'autres centres commerciaux. Donc on ouvre à peu près 4-5 branches, tu vois. À JBR aussi, c'était pas un centre commercial pour le coup. Donc voilà, 4-5 branches, et ça marche très bien, tu vois. D'accord. Réparation électronique, les mecs comprenaient pas, tac, ils passent, ils posent leur téléphone, ils vont au resto, ils vont au cinéma, il revient, une demi-heure après, il est servi, enfin, son truc est réparé. D'accord, donc en fait, tu innove quelque chose qu'il n'y a pas en fait. Exactement. Alors qu'ils sont ils étaient très demandeurs, parce qu'ils avaient beaucoup d'appareils électroniques. D'accord, c'est bien ça. Voilà. Bien. Et est-ce que tu t'y plais et comment tu vis là-bas? Alors, dès que j'arrive, moi ça me plaît, Dubaï pour ces avantages dont je te parle, mais directement, je comprends, et je dis à ma femme, déjà, moi j'avais envie de bouger, d'aller faire différents pays, parce que je me disais ça va être bon pour les enfants de voir différentes cultures. Donc j'avais misé, je voyais plutôt après l'Asie et tout. Et l'autre truc, il y avait un truc quand même qui me dérangeait, au-delà du problème de météo, chaleur, paysage assez limité, du coût de la vie que tu voyais qui augmentait, mais qui était encore gérable. Mais l'autre truc qui me dérangeait, c'est que justement, comme c'était un côté trop luxe, en fait, les gamins grandissaient dans un environnement, tu vois, d'enfants gâtés. T'as pas ce truc que je disais au début, où moi j'ai connu à 11-12 ans, vas-y, va au marché, débrouille-toi, bosse de galère, tu vois. Et ça me dérangeait. Ça me dérangeait et j'avais compris que j'allais pas rester indéfiniment, tu vois. Comme à peu près partout d'ailleurs. Parce que, en réalité, alors souvent on me le reproche, on me disait ouais mais bon c'est un côté un peu gitan, tu bouges partout. Rien, on n'a pas des armes pour être figé dans un endroit. Si toi tu as besoin de rester à vie dans un même endroit, bah reste-y, tu vois. Exactement. Moi je vais là où je me sens mieux, tu vois. Et j'ai quasiment toujours eu raison sur ça. Je viendrai après. Parce que quand tu n'es pas chez toi, tu n'as pas le passeport, tu es dépendant de loi. Tu demandes l'Iqama, tu vois, que tu connais, la résidence. Exactement. Et cette résidence-là, elle a des conditions qui peuvent évoluer, tu vois. Et j'y reviendrai par la suite. Et dans certains cas, moi j'ai vu des personnes dans des situations, dans de grosses difficultés par rapport à ça. J'ai une anecdote, par exemple, à Dubaï, la dernière fois, c'est un pote qui est en place, qui est directeur, qui a une bonne situation, tout ce que tu veux, tu vois. Il a un nouveau contrat, il dépose sa demande, parce qu'à chaque fois que tu as un nouveau contrat et même un renouvellement, tu dois toujours redéposer ton dossier, et tu es à la merci, entre guillemets, de l'administration. Si pour X raisons, ils veulent pas, ou il y a des incidents diplomatiques avec ton pays, tu vois. Tu vas dire, ouais, mais la France, ouais, mais t'es pas que français quand t'es étranger. Toi-même, tu sais. C'est vrai. Toi, ils te disent, t'es de quelle nationalité? Exactement. Hein, je sais pas comment ça se passe en Égypte. En Égypte, on te demande toujours ta nationalité d'origine. Toi, tu dis, t'es français. Français. Il va te dire quoi? Il va te dire directement, ouais, mais. Il va ton nom, ton prénom, ah, il va oui. te demander où tu Et viens. donc, il y en a plein, ils comprennent pas, tu vois. Ils disent, mais moi, à Dubaï, c'est comme ça. Le mec, il dit, ouais, mais je m'appelle tant. Il dit, ouais, ok, d'accord. Tes parents, ils sont quoi? Marocains? Algériens? Tunisiens? C'est ça, exactement. Ok, bah, pour moi, t'es ça et ça. Voilà.
Ne me raconte pas ta vie, tu vois. Et c'est la réalité, Exactement. tu vois. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, par exemple, et ça, je l'ai vu, hein, c'est pas juste des exemples. Aux Émirats, à un moment, il y avait des tensions avec la Tunisie. Et ben, ils bloquaient tous les franco-tunisiens. Ah ouais. Il y avait des blocages, il y avait de grosses difficultés pour les franco-tunisiens. Ah ouais. Ce pays, un pays, il a un problème avec tel pays, où il y a des accords ou des choses, et ça peut complètement basculer. Mon pote, là, je te disais, qui était directeur, il change de boîte, grosse boîte américaine, il dépose son dossier, refus. Il comprend pas, il va depuis 5 ans, 6 ans, machin, je sais plus combien, peut-être 10 ans, il redemande, il passe par un contact, machin, refus. Waouh, c'est comment? Il a une maison, il a ses enfants en cours de paiement, il a ses enfants qui sont installés, éduqués, machin et tout. Alors grattant, en fait, ils se sont rendus compte il était déjà venu une fois précédente, et entre-temps, ça faisait 2 dossiers dans le système, et ça bloquait. Ah ouais, d'accord. Par des contacts. Du jour au lendemain, il aurait pu se retrouver, tu vois, parce que lui disait de quitter le territoire. Ah ouais. Tu vois, tu fais comment quand c'est le job, tes tes investissements, tes machins, tu vois. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte que ça, c'est une vraie problématique, même si ça arrive dans des cas exceptionnels, de déposer un dossier, de machin et tout. Même ça, tu sens que c'est lourd parfois. Tu vois, on te le fait sentir. Tu vois, que t'es pas chez toi. Donc, moi, j'ai dès le début compris. Moi, j'ai 2 passeports, le rouge et le vert. Il n'y a que là, tu vois, où je sais que je peux me considérer rester à vie dans l'un des 2. Ailleurs, je peux rester très longtemps, mais j'ai pas de garantie. Et ça, c'est super important, tu vois. Tu peux rester super longtemps, l'expérience, ça peut durer 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu vois. Mais gardez en tête que à n'importe quel moment, ça peut basculer. De là, si on passe par la Turquie, si on va donc après 5 ans, je vais en Turquie, et ben ça marche très bien. Les papiers, justement, c'est un bon exemple pour illustrer ça. Tu avais l'ICAMAT, donc la carte de résidence facilement et tout à ce moment-là. Et puis tu as 2022, la guerre avec la Russie, l'immobilier explose, ça marche, ça cartonne et tout. Sauf qu'ils connaissent une grave crise de monétaire, donc une inflation de dingue, tu vois. Et là, il faut qu'ils trouvent des solutions pour réduire l'inflation. Normalement, il y a tout un tas de leviers, mais malheureusement, un des leviers qu'ils utilisent, c'est les investissements étrangers. Donc, ils veulent plus qu'il y ait autant d'étrangers qui achètent des appartements. Ils bloquent tous les cartes d'ICAMA, des cartes de résidence, ainsi de suite. Et donc, c'est ce que je te disais, il y avait des gens qui avaient acheté, qui avaient la carte de résidence, sauf que c'était pas dans les bons quartiers qui avaient trop explosé. Et là, on leur dit non, on te donne pas la carte de résidence, tu vois. Et donc certains, ils ont dû nous quitter. Alors moi, j'étais pas dans ce cas de figure, parce qu'en réalité, moi, j'avais une carte de résidence professionnelle, parce que moi, je travaillais, tu vois. Alors que la plupart, en fait, ce qu'ils ont, c'est une carte de résidence touristique. C'est 2 cartes différentes, en fait. C'est deux réglementations différentes. Et donc là, c'est la touristique qu'il bloquait, tu vois. Mais là, l'immobilier, tu vois, a été maintenu. Et à l'époque, je me souviens, on me reprochait que je m'inscrivais pas sur du long terme et que je disais, moi, je suis là. Tant que tout est OK, j'y suis. Si demain, je dois partir, je bouge. Et on me disait, ouais, mais non, c'est une logique bizarre et tout. Rien, preuve. Ça, c'est compliqué. Pas au niveau des papiers pour moi, parce que moi, j'ai pas de soucis, j'aurais pu continuer. Mais économiquement, c'était plus compliqué pour continuer à faire de l'immobilier. Je pars ailleurs. Tu vois? Je comprends. Et comment tu as vécu en dehors du fait que voilà, le problème qui s'est passé en Turquie, comment a été la vie en Turquie? La vie en Turquie, c'est-à-dire à quel niveau? Au niveau des enfants, de la vie familiale, comment tu te sentais là-bas? La Turquie, par exemple, moi, si tu poses la question à mon épouse, elle préférait largement la Turquie que Dubaï. Et ça surprend beaucoup de gens quand tu dis ça. Parce que souvent, on va avoir tendance à se limiter que à la disponibilité des services. Les restaurants, voilà, les commerces, ainsi de suite. Mais quand tu as une autre, si par exemple tu recherches de la nature, plage, montagne, de l'histoire, de la culture, ainsi de suite, la Turquie, ça n'a rien à voir. Tu vois, ils vont être clairement, comme la plupart des pays, moins développés en termes de services que Dubaï. Dubaï, je pense que c'est le top quasiment mondial en termes de services. Mais après, tu tournes en rond.
Et là, c'est pour le cas de le dire, littéralement, parce que tu es dans un mall, tu tournes dans un mall, qui est climatisé. H24, c'est marrant 2 minutes, mais c'est gavant. Moi, je pouvais plus rentrer dans un mall à la fin. Je comprends. Je pouvais plus rentrer dans un mall. Et moi, j'ai un pote qui est passé par Dubaï, qui est en Algérie maintenant. Il me dit jusqu'à maintenant, je suis traumatisé des malls. Il est en Algérie, il m'a dit, mais je rentre plus dans un mall. Il me dit, je dis à ma femme, tu me parles pas de mall. C'est vrai, je comprends. Là, En fait, tu peux pas sortir. Tu peux pas sortir parce qu'il fait trop chaud. Ouais. Les malls, t'en as marre, donc tu restes à la maison à la fin. Ouais, c'est ça. Maison. Ouais, voilà. Et t'es sous clim, machin. Par exemple, l'été, l'été, je suis jamais resté. Je connais pas Dubaï l'été. Là, je comprends pas comment les gens vont en vacances l'été. 55, 60 degrés, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Tout l'été, je partais de mi-juin à peu près, jusqu'à fin août, je partais. Je m'enfuyais, tu vois. J'allais principalement en France, mais après je bougeais un peu. Mais l'été, je connais pas, tu vois. Mais Dubaï, il fait chaud, il est bien avant. À partir de mai, c'est la fournaise déjà. De mai jusqu'à octobre. Tu vois, donc ça fait une très longue période. Et donc, t'as ça. Donc, en fait, quand tu regardes qu'un élément, c'est-à-dire les services, ouais, t'es au top, c'est bien, quoi, tu vois. Enfin, là, j'ai été là, il y a 2 mois en vacances, avec toute la famille, c'est agréable, tu vois. En plus, ils ont développé pas mal de trucs avec piscine extérieure, machin, tout, sympa. Donc, c'est sympa. Mais pour y vivre toute l'année, par rapport à la température, par rapport au manque de variété de paysages, par rapport au côté, comme je te disais tout à l'heure, de luxe pour des enfants qui commencent à grandir, c'est un vrai problème. Ouais, tu veux bien, on va rentrer dans le volet Algérie. Ouais. Donc, qu'est-ce qui fait qu'après avoir connu donc, la France, parce que tu as grandi ici, Dubaï, les Émirats et la Turquie, qu'est-ce qui fait que tu veux aller en Algérie? Bon, un premier élément de réponse, c'est que déjà, tu es chez toi. Tout à fait. Mais ensuite, l'Algérie, on sait que c'est différent de la France, de la Turquie et des Émirats. Donc pourquoi ce choix-là? Alors pourquoi ce choix-là? Alors, tu as vu ce que je te disais depuis le début? Mon fil conducteur, c'est l'éducation. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, c'est pour ça que certains, tu vois, ils me disent, bon, t'as toujours parfois des mecs qui t'inventent une vie, ouais, il a bougé parce que ça marche plus, ou j'ai même entendu, ouais, il s'est fait chasser de la Turquie. Tu vois, alors que bon, tu vois, de Dubaï, j'y vais, bon, j'affiche pas toujours ma life au quotidien, parce que voilà, c'est pas nécessaire. Mais en fait, le fil conducteur, c'est l'éducation. Moi, dans mon programme, ce que j'ai prévu, et même sur la suite, dans mon esprit, dans ma tête, je l'ai déjà, en fait, tu vois. J'ai fait l'école à la maison pour les enfants, parce que j'étais convaincu que c'est la meilleure forme d'éducation. Je dis pas que les autres, elles sont pas bonnes, mais celle-là, je suis convaincu. Moi, je pense que c'est la meilleure des méthodes. Quand ils sont petits. Parce que c'est plus compliqué par la suite. Il y en a, ils arrivent à le faire, mais c'est beaucoup plus compliqué. Mais quand ils sont petits, tout le monde peut le faire, en réalité. Tu vois, on t'explique que non, machin. Alors, soit oui, c'est compliqué. Addition, rouge, bleu, des cercles, des triangles. Faut pas avoir fait un diplôme de prof pour pouvoir expliquer ça, tu vois. De 0 à 7 ans, ou même pour moi, toute la primaire, jusqu'à 10 ans, quasiment tout le monde peut le faire. Et ça a des effets vachement positifs parce que les enfants, en fait, on gagne énormément en maturité, en capacité de concentration, en efficacité. Parce qu'il faut savoir que quand tu fais l'école à la maison, tu fais le programme, à peu près, il te prend 2 heures par jour. C'est ça. C'est-à-dire que moi, il y a des enfants, ils avaient en plus aujourd'hui, il y a tous les supports. Et il n'y a pas besoin de dire ouais, mais il faut que je fasse un programme et tout. C'est pas vrai. Tout est sur Internet, tout est dans tous les cahiers, tout est accessible aujourd'hui. Il faut juste avoir la motivation. Donc de 10h à midi, ils font leur cours, terminé, programme terminé. Après, tu vois, ils font plein de trucs, soit des sorties, soit ils regardaient des films, des animés en anglais, machin, pour travailler la langue, ainsi de suite, des activités, ils descendaient en bas, ils faisaient tout un tas de trucs. Ils faisaient aussi des trucs qui leur plaisaient, sur lesquels ils étaient passionnés. Donc, ils développent, tu vois, énormément de choses. Donc, c'était l'école à la maison, le programme. Et j'avais dit à madame, ok, nous, on va faire ça jusqu'au tout le primaire, tu vois, le plus possible, en tout cas au moins pour la grande, tu vois, primaire. Mais arrivé en 6e, on les rentre au collège. Là, c'est un autre niveau, c'est pas impossible, mais c'est un autre niveau, c'est plus compliqué, parce que là, en fait, quand tu arrives au collège, en fait, t'as plus un instituteur. Et en primaire, t'as un seul instituteur qui fait tout. Ce qui prouve que, tu vois, ça va, quoi, c'est gérable. Quand tu arrives au collège, on va dire, c'est un petit peu plus compliqué parce que tu as plusieurs profs. Donc j'avais dit, voilà, quand on arrive au collège, on rentre à ce moment-là. Donc, on était en Turquie, et ce qui se passe, c'est que quand on est en Turquie, la grande,
est en CM2, donc elle va passer en 6e. Équivalent de 6e. Donc il fallait faire un choix. Donc on devait forcément bouger de là où on était, parce qu'il n'y avait pas d'école française, il n'y avait pas de collège français. Donc on devait forcément choisir une ville qui avait un collège français. C'était ça la décision. Donc là, il y a plusieurs options. Et ce qui se passe, c'est que mon père s'éteint en 2023. En janvier, ouais, ça, janvier 2023. Et moi, en général, les pays, j'arrive à les analyser. Comme j'ai visité pas mal de pays, enfin, j'ai habité dans différents pays, et même quand je visite un pays, en fait, moi, je suis pas du tout hôtel 4 étoiles, 5 étoiles, je reste au bord de la plage, au bord de la piscine. Comme justement, je suis trop dynamique, je peux pas supporter ça. Quand je vais dans un pays, il faut que je fasse plein de villes, plein de coins et tout. Donc, ça m'a développé, si tu veux, j'arrive à voir rapidement les choses, tu vois, comment elles évoluent et tout. Et quand je vais à Biskra pour enterrer mon père, là, on fait une escale à Alger. Donc en janvier 2023, et là je vois l'aéroport et tout, je vois les routes et tout ça, je me dis waouh, j'avais de la famille à Alger, j'avais été déjà pas mal de fois à Alger. Je me suis dit, ça a bougé, ça a quand même bien évolué. C'est pas parfait, de loin, mais par rapport à ce que j'avais connu, je trouve que ça a beaucoup bougé. Ça mériterait de... Alors que, tu vois, l'Algérie n'était pas du tout dans ma liste, tu vois. D'accord. Parce que pour moi, l'image que j'avais avant et les échos, très importants, les échos très négatifs qu'on entend, on a l'impression que c'est Bagdad, tu vois. Mauvaise expression, mais c'est compris, tu vois. Et donc, voilà, je fais ce qu'il y a à faire. Et je dis à madame, je dis, tiens, viens, on va en vacances en Algérie pour une semaine, 10 jours. On va voir ce que ça donne. En tout. Sachant que nous, comme je disais, fin d'été, il fallait qu'on aille dans une ville, ou un pays, avec une école française. Ok. Elle me dit, alhamdoulilah, j'ai une femme qui fait confiance. Elle me dit, vas-y, je te suis, j'y crois pas trop. Mais vas-y, pourquoi pas, ça sera une visite. Et là, on y va. Et là, au début, elle me dit, ouais, l'extérieur, par rapport à la Turquie, c'est quand même pas pareil, machin, le regard, machin. Et je lui dis, tranquille, on fait des centres commerciaux, on fait quelques petits restos, on fait un peu la plage, on fait machin. Il me dit, bon, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses assez sympas par rapport à ce que j'imaginais. Parce qu'elle n'était pas d'Alger, du côté de Ouaharan, tu vois, et il me dit, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses, il y a plus de services que ce qu'on imagine. C'est plus développé que ce qu'on pense. On regarde les écoles et tout, et on se dit, ouais, quand même, c'est très intéressant. Sachant que là, pour le coup, t'as plus d'histoire de papier, t'as plus d'histoire de je suis un étranger, t'as plus de... Donc, on se dit, ça mériterait de donner sa chance. Tu vois, de donner sa chance. Et mais moi, j'étais convaincu personnellement. D'accord. Tu vois, moi, j'ai capté direct que je me suis dit, c'est chez toi. Je vois bien que c'est en progression. Il y avait l'Algérie d'avant 2020, avant le Hirak, et l'Algérie d'après le Hirak. Il y a un gros virage qui a été pris. Donc, je t'aurais pas tenu ce discours. Et même des gens, quand je discute avec eux, ils me disent clairement, t'aurais pas eu le même discours 5 ans en arrière. Là, il y a beaucoup de choses qui bougent et il y a une volonté politique de bouger. Une véritable volonté. C'est à ce moment-là, en plus, que tu vois le président Abdelmajid Tebboune dit voilà, faire un appel à la diaspora, facilite l'été dernier, ça a été facilité au niveau des papiers, des compagnies aériennes qui ouvrent, on va dire. Il y a vraiment une volonté. On voit vraiment qu'il y a une volonté, même si on part de loin, une volonté d'accélérer les choses. Donc, je lui dis. À mon avis, je pense que c'est le bon moment. C'est le bon moment. Et en plus, tu as des écoles françaises, c'est francophone. Problème que tu n'avais pas, par exemple, problème que tu avais en Turquie pour s'exprimer, ainsi de suite. La culture, la même. Moi, je suis convaincu à ce moment-là. Elle me dit, bon, à voir. Franchement, je te suis, mais vraiment pas trop convaincu, tu vois. On s'installe. Alors, truc très important, c'est que, et je le fais quasiment partout dans tous les pays où j'ai été, c'est que quand tu vas dans un pays, surtout où tu as un meilleur pouvoir d'achat et tout, faut pas lésigner. En fait, beaucoup ce que font, c'est qu'ils ont cette logique j'ai toujours fait partie de la classe modeste où j'ai toujours été dans
dans des milieux simples, tu vois, modestes. Si je pars à l'étranger, il faut que j'applique cette même logique. Alors que non, comme on en a discuté en off, tu vas dans un pays où tu as un meilleur pouvoir d'achat, fais-toi plaisir. Exactement. Fais-toi plaisir. Tu sais que tu vas perdre sur certains services. Effectivement, il va y avoir des bouchons. En Algérie, parfois sur le service commercial, on le connaît, tu vois, et ça va pas changer rapidement. Malheureusement, tu sais que tu vas perdre sur certaines choses. Et tu peux gagner. Fais-toi plaisir. Exactement. Et donc, moi, c'est un truc que j'ai toujours appliqué quand j'étais à l'étranger, quand je me suis expatrié, c'est que je me suis toujours fait plaisir. Ça veut dire résidence, piscine, pas loin de la mer, tu vois, quasiment le top de ce qui se faisait dans la région. Et si cette région peut-être a été trop chère, peut-être va dans une autre région où c'est un peu moins cher, mais fais-toi plaisir, mets-toi bien, tu vois. Je me rappelle moi en Turquie, alors si je te dis le montant en lira, je te dis ouais, ça coûtait 3000 dinars, 3000 liras ou je sais plus combien, je me rappelle plus en lira, parce qu'elle a beaucoup changé. Les gens, tout de suite, ils me disaient, oh, c'est cher pour la Turquie. Moi, ça faisait l'équivalent de 400 euros. Ouais, je comprends. Dans un bête de cadre, un cadre magnifique. Et à quel moment je vais me dire que 400 euros, c'est cher dans une résidence, tout est nickel, ta piscine, les enfants ils s'éclatent, t'as vue sur la mer, machin tout. Et puis pour moi, enfin voilà. Mais il y en a, tu vois. Ouais, chacun son voilà. Et je l'ai entendu, même ici, il me dit ouais, t'as vu quand tu vas en Algérie, il faut pas réfléchir en euros, il faut réfléchir en dinars. Ouais, quand tu fais pas mal de dépenses quotidiennes, je suis d'accord avec cet argument-là. Fais-toi plaisir. Donc, ce que je fais, c'est que quand je suis en Algérie, je me suis mis dans une résidence flambant neuve, tu vois, nickel, il n'y a rien à dire. Tu sais que derrière, tu vas avoir un voisinage nickel. À côté, tu as tous les services quasiment à pied. Les écoles sont à côté pour les enfants, donc je galère pas sur les bouchons. Alors que je t'aurais pas tenu le même discours si j'avais pas fait ce choix-là et que j'aurais fait comme tout le monde, parce que on a un truc chez nous, on adore se regrouper. Moi, c'est un truc qui me fait péter un câble. Je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai pas grandi ou j'en sais rien, mais que ce soit en Turquie. Au début, j'hallucinais, c'était quand j'étais en Turquie. Je me disais, mais pourquoi ils vont tous au même endroit ici, qui est éclaté, et à côté, mais juste à côté, c'est propre, c'est nickel, tout est fait propre, machin et tout. Et juste parce qu'il y a moi, il y a pas toute ta communauté, c'est pas grave. Là, je suis la main, en fait. Tu vois, si sur 10-15 minutes, c'est pas grave si t'as 10-15 minutes de certains des potes ou machin. Mais non. Tu vois, ce côté c'est un peu partout cité, pareil. tu vois, de se retrouver, tu vois, forcément ensemble. Ouais, on a notre culture, on a grandi, c'est ensemble, c'est un réflexe qui est normal. Mais vise le meilleur. Tu vois, parce que en fait, là où tu vas être, c'est tout un ensemble qui va, tu vois, en termes de services, en termes de problématiques et tout, ça va suivre en fait. Tu vois, ça va suivre. Et donc moi non, peu importe où les gens veulent se mettre, je regarde ce qu'il y a de mieux dans cette zone-là, tu vois, et j'essaie d'être là. Et je sais qu'il va y avoir tout un tas de services très qualitatifs parce que ces services-là, ils se sont mis, eux, ils sont pas bêtes. Exactement. Tu vois, tu vas avoir un super dentiste, un super médecin ou quoi que caisse. Ils vont se mettre autour des endroits qui sont bien. Justement, il va pas aller se mettre dans un endroit où il sait que c'est pas fou, tu vois, je veux dire. Et donc derrière toi, tu vas bénéficier de tous ces services-là de qualité, même de restauration, de commerce et tout. Et ça va te changer forcément ton approche, tu vois. Et après tout ça, qu'est-ce que tu as fait? On sait, à travers les réseaux sociaux, on sait ce que tu fais à peu près, on va dire en gros. Et surtout, comment tu te sens en Algérie? Comme je t'ai dit, le bon révélateur, c'est de demander à ta famille. Tu vois, c'est tes enfants et madame valide ou pas. Tu vois, déjà, dans un premier temps. Bon, madame, aujourd'hui, elle me dit, c'est bon. Elle me dit, limite, elle m'a même dit, c'est emballé, tu vois, limite, ouais, t'as vu, on pourrait rester encore beaucoup plus longtemps, machin et tout. Je dis, attends, tranquille, quand les enfants, parce que je te dis, moi, j'ai un plan, en fait, dans ma tête, tu vois, depuis le début. La grande, quand il faudra aller à l'université, forcément, on sera amené à bouger. Je le dis maintenant, parce qu'il y en a qui vont me dire, ah, bah, t'as vu, toujours pas compris, tu vois. Alors que moi, en fait, je déroule mon fil conducteur. Voilà, j'ai mon fil conducteur et que je le déroule, en fait. Donc, quand la grande sera en âge d'aller au lycée, je devrais, par rapport à son domaine, je devrais probablement bouger.
Et c'est pas parce que ceci ou parce que cela. Non, c'est le plan en fait. Et donc voilà. Donc non, elle est super contente. Elle est super contente parce que quand elle est dans de bonnes conditions, bah, elle se retrouve que, tu vois, par exemple, des rendez-vous médecins ou quoi que ce soit, tout est simplifié pour les enfants. Tu vois, t'as pas de rendez-vous à faire. Le petit, il est malade ou quoi que ce soit, elle descend en bas de la maison, clac, c'est disponible, tu vois. Clac, elle fait tout ce qu'il y a à faire. L'école est à proximité. Donc, tout ça, c'est facilité surtout pour une maman qui fait encore un petit peu l'école à la maison. Ça, c'est un petit truc du quotidien qui est sympa, tu vois, d'avoir des restaurants, d'avoir des commerces. Aujourd'hui, ils sont en train d'ouvrir de plus en plus les hypermarchés, tu vois. Ça, c'est une bonne chose, ça facilite énormément la vie. Donc, on achète tout. Le coût de la vie, le caddie complet, si tu veux, il fait 80 € avec viande et poissons compris. Ah ouais. Tu vois. Ouais. Donc ça c'est un gros plus. Et pour les dames qui aiment bien faire un peu de shopping, dépenser, ainsi de suite, bah, si tu veux avoir un gros pouvoir d'achat, pour elles c'est vachement important. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Et bon, pour nous les hommes, bah, on est contents. Parce que la famille va bien, on va bien. Voilà. Et moi les enfants, et c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est que comme ils sont passés par différents pays, en fait le problème c'est que c'est quand tu fais France-Algérie, ce que je te disais, bah, c'est un peu la douche froide. Parce que tu veux les avantages de la France et tu veux les avantages de l'Algérie, le soleil, le beau temps, le dîne, le côté culturel et tout, mais tu veux avoir les... Et ça déjà, c'est bon, ça marche pas en fait. Tu peux pas avoir tout déjà. Il faut que tu comprennes que partout où tu vas aller, tu vas gagner dans des endroits, tu vas perdre sur d'autres sujets. Si tu es prêt à l'accepter, ça marche. Si tu n'es pas prêt à l'accepter, tu vas être frustré. Exactement. On va la faire de courte, tu vois. Et donc, comme on est passé par différentes étapes, les enfants, parfois, ils voyaient, par exemple, en Turquie, c'est vachement nationaliste. Ouais. T'es pas turc, les enfants ont du mal à se mélanger, tu vois. Donc, quand ils sont passés de là à, par exemple, l'Algérie, ça parle français, arabe, tu vois ce que je veux dire, de pouvoir échanger. En plus, dans leur école, c'est multiculturel, ils échangent avec pas mal de différentes nationalités. Ouais. Ils kiffent. Tu vois, c'est simple, hein, ce qu'ils recherchent, c'est ça. C'est voilà, avoir des potes, pouvoir échanger, tout ça. Donc non, ils sont super contents sur ça, tu vois. Donc moi déjà, ils sont contents pour ça. Alhamdoulilah. Ouais. Et à travers les réseaux sociaux, tu fais de la pub pour l'Algérie. Ouais. Si maintenant tu devais encourager des gens à revenir pour les Algériens, qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, je leur dirais qu'il y en a beaucoup déjà qui reviennent Ouais. et que c'est en train de monter en puissance. Moi, c'est ce que j'avais vu. Donc, c'était été 2023, c'est ce que je te disais. J'ai vu que c'était le bon endroit, le bon moment, le bon endroit. Pas de problème comme je disais, de papier. Un pays qui a énormément de potentiel, qui a énormément de richesse, tu vois, qui politiquement pendant des années, pendant longtemps, des décennies, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. On a passé une période que sur la décennie noire, qui a été suivie d'une période de corruption. Donc on est passé de la décennie noire, du terrorisme à la corruption. C'était très compliqué. Puis après, suite à la manifestation pacifique de 2020, là on a une fenêtre de tir. Clairement, politiquement, on a décidé de couper tout ce qui était corruption et même si il y a encore des choses à faire, et d'avancer. Ce qui déplaît internationalement, c'est pas pour rien qu'on est en tension avec la France. Hein, les Français, bah, ils regrettent la période Bouteflika où il y avait moyen de, tu vois ce que je veux dire, il y avait moyen de s'arranger. Bah là, comme on veut tourner la page de ça, bah ça fait grincer des dents. Ils sont pas d'accord. Donc clairement, il y a énormément d'opportunités. C'est ce que je tends à expliquer à travers les vidéos, de dire venez visiter votre pays, investissez, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit ou un business. Moi-même, tu vois, je propose des biens immobiliers, tu vois, à Alger. Et aujourd'hui, 2 ans plus tard, tu vois, t'as vu, ça fait le buzz, Morgiane, les gens ont découvert, même les locaux ont découvert qu'on fabriquait des produits de qualité. C'est vrai. Mais moi, c'est ce que je disais il y a 2 ans, quand je disais, j'allais dans les supermarchés, j'ai regardé, ça c'est des produits algériens, le fromage, ceci, le chocolat, le café, la pâte à tartiner et tout. On me dit, vas-y, arrête, tu fais de la pub, tu travailles, t'es payé pour dire ça, machin et tout. Ah ouais, d'accord. Moi, à l'époque, on me disait, il y avait aussi les haters qui te disaient, ouais, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Donc moi, ma première mission, c'était de filmer, de montrer, une mission personnelle, de montrer, voilà, il n'y a pas de lait, mais regarde, il y a un rayon de 15 mètres que de fromage.
que de fromage. Tu vas sur le truc de Auchan, 15 mètres, c'est que du fromage, du camembert, de ceci, de l'emmental, tout ce que tu veux, produit algérien, fabriqué en Algérie. Et comment ça, il n'y a pas de... et de montrer tout ça, déjà, c'était la première mission. De me dire, il faut montrer ce qui existe. Deuxième, casser cette négativité qui est toxique. Parce qu'à force de se bourrer le cerveau, de se dire tout va pas, tout est pourri, tout va mal, et ben c'est comme ça qu'on ne contribue pas au développement de l'Algérie. Donc ça, c'était mon deuxième objectif. Ok, c'est pourri, ben regarde, je te montre. Voilà ce qu'il y a, voilà ce des activités. Mes enfants, moi, ils font de l'équitation, du judo, du tennis, à des prix jamais ta vie tu les trouveras ailleurs. Tu vois, ils en faisaient à Dubaï. Mais là, j'ai plus les chiffres en tête, mais ça doit être, je sais pas, ça doit être l'équivalent de 30 euros, quelque chose comme ça par mois, tu vois. Et ils ont leur cours d'équitation, le petit fait du judo, du tennis, de la robotique, tu vois. Je sais pas, pour mes enfants, tu vois, ils ont tout ce qui leur plaît. Quand là, le week-end dernier, on est parti à Wahran, on part sur un coup de tête, vas-y, on va au rang. À l'hôtel, on était quasiment seul. On a privatisé le spa pendant 2 heures, tu vois. On s'est retrouvés, tu vois, dans le sauna, même jacuzzi. Donc, il y en a peut-être qui font ça tous les week-ends ou tous les mois, et donc, ok, tu vois. Mais je pense pas. Tu vois, je pense pas. Les soins médicaux sont très qualitatifs. Tu vois, sont très très qualitatifs. Moi, j'en ai qui est venu, tu vois, je vais pas envoyer ma mère au casse-pipe. Elle a fait la tournée cardiologue, dentiste, diabétologue et ainsi de suite. Tu vois, pourquoi? Parce que tu as des super médecins. Bien sûr, toujours pareil, tu sélectionnes au bon endroit. Alors, je ne parle pas encore une fois, tu vois, de toute l'Algérie, mais voilà, quand tu sélectionnes, eh ben, t'as pas de rendez-vous, la qualité elle est là, même les infrastructures que je t'ai montrées, tu vois, c'est très propre et ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher. Donc, enfin, tu vois, pour moi c'est par contre, il y a une image qui est en partie due à un historique réel. Et parfois ce côté un petit peu négatif à tout dramatiser et accepter à l'étranger ce qu'on n'accepte pas chez nous. Quand tu montres parfois je montrais des vidéos, les gens me disent ouais mais bon il y a la pauvreté machin. Ah parce que toi dans les pays où tu vas, quand tu vas sur Insta et tout en Thaïlande ou machin, il n'y a pas de pauvreté en fait. Quand tu vas dans d'autres pays du Maghreb, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de misère, il n'y a pas d'inégalité sociale. Tout est nickel en fait. C'est ça. Non. Mais l'Algérie, oui, il faut être négatif. Il ne faut pas montrer ce qui est positif. Ce qui est dommage, c'est que même en règle générale, quand tu remarques, donc, que ce soit des fois la France, peu importe le pays, c'est que souvent, quand tu veux montrer quelque chose de bien, tout en sachant qu'il y a des choses inversement qui ne sont pas forcément terribles, il faut toujours qu'on te montre, ouais, mais t'as vu, ça, c'est pas bien. Ouais, mais non, mais là, on veut être positif. Ouais. Parlons des bonnes choses. Exactement. Ça, c'est dommage. Mais ça, c'est très algérien. Voilà. Et les mêmes, tu vas sur son profil, il va être hyper positif avec tous les autres pays. C'est fou. Voilà, avec tous les autres pays, il va pas se poser de questions. Et là, quand tu parles d'Algérie, ça y est, ça devient un humanitaire. Il travaille pour une ONG. Tu vois, ça y est, ça c'est pas bon, ça. Regarde, et ça c'est pas bon de faire ça parce que en fait, avec cette logique-là, on a coupé les liens totalement avec l'Algérie. Encore une fois, on a eu des moments très difficiles, des décennies noires, des années de corruption. C'est clair, tu vois. Mais maintenant, il y a des choses. Et alhamdoulilah, ce discours, il est en train de gagner du terrain. Ce discours positif, il est en train de gagner du terrain. Quand je suis à Alger, je suis interpellé très souvent et j'entends énormément de franco-algériens, de la diaspora, qui viennent, qui visitent, qui investissent énormément. Je te disais la dernière fois à l'aéroport, là, il y a 2-3 jours, un gars il m'a interpellé, il m'a dit écoute, je te remercie pour tes vidéos. Ça faisait 35 ans que je suis pas rentré en Algérie. C'est beau, ça. Il m'a dit j'ai visité l'Algérie, j'ai kiffé, j'ai pris en photo, j'ai envoyé à mes frères et sœurs, ils y ont pas cru. Ils m'ont dit on va venir nous aussi. Tu vois. Ça fait plaisir des retours. Alhamdoulilah, c'est très bien. Bah, écoute, là, on a fait le tour de ta vie, même si on ne peut pas résumer 1 heure ou 1h30 de ta vie comme ça. Je suis bavard. Je vais te laisser le mot de la fin. Bah écoute, moi j'apprécie énormément votre travail. C'est gentil, merci. Franchement, t'es comme Saha, c'est un très beau concept et on partage des valeurs vraiment en commun. C'est ce que je te disais au début et c'est bien que vous fassiez parce que pendant longtemps, moi qui suis sur les réseaux depuis 6 ans, on me dit ah ouais tac youtubeur machin, tu vois, mais et parfois des personnes âgées, tu vois, de notre génération, et tu dis oui mais tu reproches à tes enfants de regarder des mauvaises choses,
mais quand des personnes font du contenu, tu te dis c'est pas bon. Alors que YouTube, faut vivre avec son temps. YouTube, c'est la télévision d'avant. Exactement. C'est un média. Tu mets tout dedans. Il y a du mauvais, il y a du bon. Et il faut encourager ceux qui proposent des bons programmes, des bonnes initiatives. Et c'est votre cas. C'est comme ça. Bah, merci beaucoup, Barakallahu Fik, Fodil. En tout cas, merci d'avoir accepté. Et franchement, c'était hyper intéressant. C'était vraiment un bon moment qu'on a passé ensemble. Plaisir partagé, Khoya Hamou. Merci beaucoup. Et pour les auditeurs, je vous remercie d'être restés jusqu'au bout. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et on vous dit à très vite sur notre chaîne. Salam alaikum.